entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, la fin de l'état de droit. Agression, la faute du Conseil constitutionnel. Et une justice à deux vitesses. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yannick Hilarion, Thomas Bouchard, Mister Guili Guili, Poupou Palou, Franz Ambroche, Michel C, Hélène Fabre-Valette, Crisis, Philippe Bohen et ma chère Marie du 21. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes formidables. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Mais avant de commencer les informations, je voudrais vous remercier de tous vos gentils messages, de tous vos vœux. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un très joyeux Noël. Et 2026 arrive, ça sera une belle année, une très grande année. En 2026, on les aura, car il y a des élections, des échéances, des traités de paix et des enquêtes judiciaires en cours. Les macroniers devront enfin faire face à toute leur vilainie. Cet entretien va essayer d'en faire l'inventaire à travers les dernières actualités avec ce fil conducteur. Macron a-t-il mis en œuvre la fin de l'état de droit ? Premier chapitre pour répondre à cette question, la justice sous le poudré. Malgré des accusations de corruption bien documentées, toutes les enquêtes sur les Thénardier d'Amiens sont au point mort. Alstom, McKinsey, Nestlé. Et quand Bribri puise dans la caisse des pièces jaunes, c'est silence radio dans les médias. On en reparle ou il faut oublier l'affaire des pièces jaunes détournées par Latrogneux ? On n'a toujours pas d'explication sur les 2 millions d'euros de pièces jaunes destinées aux enfants hospitalisés et leurs familles. Des collectifs de citoyens ont demandé des comptes, mais en vain. Et ce fut à peu près la même histoire avec le fonds Marianne. C'est une règle d'ailleurs dans le Macronistan. Lorsque l'un des leurs est attrapé par la patrouille, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et ensuite, comme un immense bras d'honneur, la personne est décorée. Visée par une enquête pour détournement de fonds publics dans l'affaire du fonds Marianne, Marlène Schiappa vient de recevoir la Légion d'honneur. Nous étions le 24 juin. Enfin, en Macronie, recevoir la Légion d'honneur est comme une preuve de culpabilité. Voilà, en Macronie socialo, si vous appartenez au clan, vous êtes blanchi d'une manière stupéfiante. Pensez au mari de Martine Aubry. Au volant d'un SUV, Jean-Louis Brochin, en ex-bâtonnier du barreau de Lille et mari de l'ex-ministre et maire de Lille, Martine Aubry, a provoqué un accident. Il a quitté les lieux après avoir gravement blessé une femme et s'en est sorti sans poursuite judiciaire. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Jean de La Fontaine, ce génie. Et depuis l'annonce du classement sans suite, la victime ne comprend toujours pas comment cette enquête a été conduite, ressentant un très profond sentiment d'injustice. Sollicitée, l'ancienne procureure de Lille n'a pas souhaité répondre. En 2025, les affaires se suivent donc pour les ténors du Parti socialiste, mais sont classées sans suite. Est-ce que cela peut vraiment durer très longtemps ? Pensez par exemple à Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. La commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public vient de suspendre les convocations officiellement pour retrouver un cadre digne après les révélations de Charles Aloncle. En clair, quand les questions dérangent, le système appuie sur pause et tente de se protéger. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, est au centre des accusations. Elle devrait démissionner. Charles Aloncle a donc mis en lumière un système quasi mafieux, salaire mirobolant des journalistes de France Télévisions, gabegie financière, prise illégale d'intérêt, réseau socialiste d'information, etc., etc. Réponse du système, protégeons Delphine Ernotte. Le message ne peut pas être plus clair. Les socialistes, comme les Français, sont parfois victimes de la délinquance. Mais il y a une grosse différence.
Quand un socialiste est victime de la délinquance, la police devient efficace, la justice sans pitié. Un exemple, le cambriolage chez François Hollande. Valeur actuelle, Armory Boucau. Victime d'une intrusion et d'un vol sans effraction à son domicile parisien, François Hollande a bénéficié d'un traitement judiciaire d'exception. Il y a la justice de l'oligarchie et la justice des gueux. Pour les gueux, les plaintes sont classées sans suite. Pour l'oligarchie, on déploie des moyens colossaux. Les fameuses valeurs de la République, certainement. Dans ces conditions, sommes-nous encore dans un état de droit ? Le système semble bien avoir privatisé le droit à son profit, brisant l'égalité des citoyens devant la justice. Et oui, les Français sont culpabilisés, meurtris, ils doivent subir toutes les politiques démentes de ces progressistes. La France est le pays d'Europe occidentale dans lequel le taux d'homicide a le plus augmenté depuis 2017, plus 23%. La France n'est pas un coupe-gorge, le sentiment d'insécurité. Et vous avez la réalité. C'est que les femmes ne se sentent plus rassurées dans les transports publics. Le fameux sentiment d'insécurité. Ce terme qui minimise la réalité est insupportable. Comment peut-on encore parler de sentiment, hormis vouloir nous prendre pour de gros abrutis ? Et qui sont les responsables de cette explosion de crimes, un meurtre toutes les 7 heures en France en 2025 ? Eh bien, toujours les mêmes, ceux qui vous mentent, ceux qui vous font des promesses et qui, par la suite, minimisent le résultat de leur politique. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Et je souhaite qu'on prenne... Sur les 9 premiers mois de 2025, le taux d'exécution des OQTF s'élève à 10,9% d'après la Commission des lois. L'Algérie ne donne plus de laissez-passer depuis mars dernier. Retailleau faisait la promo de son bilan il y a quelques jours. La réalité, la France expulsait plus sous François Hollande, c'est dire. Si on en croit les lois mathématiques, A plus B égale X, c'est-à-dire justice laxiste plus pouvoir menteur égale agression. Métro, couteau, dodo. L'agression de 3 femmes par un homme étranger sous OQTF à Paris suscite émoi et colère. 3 femmes ont été blessées au couteau ce vendredi après-midi dans le métro parisien, sur la ligne 3. Le suspect, déjà condamné et sous obligation de quitter le territoire français, a été interpellé en banlieue quelques heures après les faits. Le profil du présumé coupable, comme on dit dans le jargon journalistique, est un condensé des méfaits de l'idéologie socialiste. Agression sexuelle, destruction de biens sous emprise de stupéfiants, vol aggravé. Sous OQTF, le Mali ne voulant pas le récupérer, l'État l'a donc remis dans la nature en juillet en croisant les doigts pour que tout se passe bien. 3 femmes poignardées. Cet individu, considéré comme extrêmement dangereux, OQTF, était non seulement pas expulsé, mais en totale liberté. On marche sur la tête. Pourtant, des politiques avaient pointé du doigt ce dysfonctionnement de la justice, demandant que ces individus dangereux restent plus longtemps à l'ombre. Mais les sages, enfin, les fous, c'est une inversion bien évidemment de valeur, du Conseil constitutionnel avaient dit « pas question ». Les sages sont coupables. Le Conseil constitutionnel pointait du doigt après l'attaque dans le métro parisien. À sa sortie de prison, l'agresseur, des 3 femmes blessées vendredi dans le métro parisien, avait fait l'objet d'une OQTF et avait été placé en centre de rétention administrative où il n'avait pu être maintenu que 90 jours, faute de prolongation votée par le Conseil constitutionnel. Mais est-on étonné ? Non, puisque les sages comme les socialistes appartiennent à cette sphère de la société ouverte, vantée par les progressistes et Georges Soros. Société ouverte, vous l'avez remarqué, seulement pour les criminels, et c'est même open bar pour les malfaisants. Les honnêtes gens, quant à eux, se barricadent et ont peur. Et pire, les honnêtes gens doivent payer pour que les socialos puissent jouer leurs belles âmes devant les caméras dans leur quartier ultra sécurisé.
Le gouvernement vient de Bercy. C'est à Bercy qu'on a eu cette magnifique idée de dire qui peut payer à part les Français finalement. Et donc 5% de surprime sur les contrats d'assurance. Écoutez, je vais vous dire, pour moi c'est l'information la plus scandaleuse de cette fin d'année. On parle beaucoup du consentement. Oui, l'information la plus scandaleuse. Surprime émeute. On est passé de tu casses, tu paies à tu casses et on paiera pour toi. Je vais donc reposer ma question. Est-on encore dans un état de droit ? Réponse d'Alexandre Jardin. Perte de sens. Vous devrez financer les casseurs et la démission de l'État qui n'assure plus sa fonction basique régalienne, sa première raison d'être que chacun paie déjà. Le pire, c'est que je suis à peu près persuadé que les technos qui ont usiné cette décision ont simplement voulu régler un problème technique financier, sans se poser la question du sens, la perte du sens, la perte du bon sens. On est au cœur de la crise d'un système hors sol, qui ne contrôle plus le sol, qui méprise le sol. On s'en fout, ce sont les gueux qui paieront. La logique mentale de la technostructure ne se pose même plus des questions de sens. Il gère le flux des désastres qu'elle provoque. Et il est constamment prêt à faire payer le gueux, plutôt que de se remettre en question. Cette mode de pensée est si puissant qu'il a intégré les réflexes même du Sénat, sans la moindre culpabilité. C'est ce que je ne cesse de dénoncer dans ces entretiens. Nous avons nos politiques qui ne sont plus au service des Français, mais au service d'une idéologie mondialiste monstrueuse. Mais gare au retour de bâton en 2026. Pourtant, l'état de droit serait facile à restaurer. Il suffit de réaffirmer la notion de frontière et de citoyen français. Henri Guénaud. Voilà. On ne peut pas perdre la maîtrise de nos frontières, la maîtrise des flux migratoires à ce point. Regardez les problèmes, un des graves problèmes qu'on a beaucoup de mal à résoudre, c'est celui des mineurs non accompagnés. Mais là encore, on a beaucoup de choses à faire. Vous allez avoir... Les socialos refusent d'imposer un test osseux aux mineurs isolés. Solution simple d'Henri Guénaud. Il refuse, il est présumé majeur. Autre priorité, maîtriser ses frontières. Fin de la blague, cela n'arrivera jamais avec cette macroniste progressiste globaliste. On sait donc pour qui voter. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Le système, pour mener de telles politiques contre nature, doit s'appuyer sur des êtres très particuliers, d'un cynisme en béton armé, une moralité forgée rue Solferino. Le Conseil constitutionnel, par exemple. Nous étions l'année dernière. Laurent Fabius laissait la place à Richard Ferrand. Des émoluments exceptionnels sont versés à certains anciens membres, pouvant aller jusqu'à 165 000 € par séance. Ces pratiques, révélées dans un rapport, ont suscité peu d'émoi malgré les interrogations majeures qu'elles soulèvent en matière de légalité. Vous le constatez avec moi, ce cynisme est bien rémunéré. Au Parti socialiste, il y a comme un cursus. Donc, Fabius a été remplacé par Richard Ferrand. Mais qui était Richard Ferrand ? Les mutuelles bretonnes, comme celle de Bretagne, donc, ont souvent servi de parachute doré à des élus socialistes locaux du Finistère après des revers électoraux. Richard Ferrand, ancien cadre PS de la région et directeur général de la mutuelle jusqu'en 2012, illustre ces liens étroits entre politique socialiste et structures mutualistes. C'est un classique des réseaux de gauche en Bretagne, où ces organismes offrent des postes stables hors mandat. Et à la tête des mutuelles de Bretagne, le Richard s'est bien illustré. Vous en souvenez ? Le président du Conseil constitutionnel, dans la République bananière du petit instable surexcité. Aucune compétence juridique, le Richard, mandaté par la multinationale Accenture pour affaiblir la loi sur l'encadrement des activités des cabinets de conseil, 2 ans après l'affaire McKinsey, socialiste bien évidemment, milite pour que son gourou, le petit instable, puisse faire un 3e mandat. Séjour aux côtés de Véronique Malbec, qui était procureur général de la Cour d'appel de Rennes lorsque la procédure sur l'affaire des mutuelles de Bretagne a été classée sans suite par le parquet de Brest. Les médias officiels continuent de s'écraser. Vous vous rappelez que ce Richard avait magouillé pour que sa maîtresse ait de jolis locaux payés aux frais de la princesse. Eh bien, c'est ce type qui a été choisi par le poudré
pour présider le Conseil constitutionnel. Le profil le moins compatible avec cette fonction. Vous disiez état de droit, le Poudré et le budget. Le Poudré a promulgué la loi spéciale qui permet de pallier l'absence d'un budget en bonne et due forme pour 2026, selon le journal officiel ce samedi. Le coup d'État immobile continue. 2025 fut un véritable festival pour cette Macronie agonisante. Refus de dissoudre l'Assemblée nationale pour redonner la parole au peuple, voire de démissionner, magouille avec la Constitution depuis 4 mois pour maintenir le cornu Premier ministre, et maintenant des lois spéciales. C'est quoi la prochaine étape ? État de droit vraiment ? Qu'est-ce que vous dites ? Le Conseil constitutionnel ? Vous le savez, c'est Richard Ferrand qui préside. Et en plus, Macron est détesté. Le Poudré occupe la dernière place dans le baromètre de popularité des principaux dirigeants mondiaux, avec seulement 13% d'opinion favorable de la part de la population. Dans une démocratie, le Poudré aurait été destitué par l'article 68 de la Constitution. Mais en 2026, tout risque de s'écrouler. Et cela va faire du bruit. Déjà, le système commence à trembler. Alexandre Jardin. Quand un président est à 11% en confiance personnelle, sondage du Figaro, et plafonne à 25% en confiance fonctionnelle, ce n'est plus une baisse normale de popularité, c'est un divorce prononcé. Le pays ne lui fait plus confiance, et lui ne fait plus confiance au peuple. Le populisme de l'en même temps ultra-démago ne fonctionne plus. Seul le mépris réciproque cimente la nation de manière mortifère. L'encore président ne préside plus par l'adhésion, mais par les institutions fragilisées, la contrainte policière ou fiscale et le contournement au jour le jour. Et c'est exactement pour cela que nous voulons rendre la parole au peuple en 2026, en pariant sur la culture référendaire digne, avant que le divorce ne tourne très très mal. Certains devraient entendre cette proposition raisonnable. Dans un état de droit, quand il y a une crise démocratique de cette ampleur, on redonne la parole au peuple via les élections. Il faut savoir partir avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, Macron est dans le viseur, et particulièrement à l'étranger. Pavel Durov, le patron de Telegram, s'en est pris au chef de l'État français dans une série de messages virulents publiés sur X. Confronté à des taux de popularité extrêmement bas, le Poudré tente de faire taire les critiques en ligne en transformant l'ensemble de l'Union européenne en un goulag numérique par le biais de la censure, DSA, et de la surveillance de masse, Chat Control. Pavel Durov, créateur de la messagerie Telegram, qui critique donc Emmanuel Macron. Comment lui donner tort ? Tout le monde le sait, tout le monde le pense. Toute l'Europe qui fonce dans un mur et personne pour freiner. Eh oui, vous savez, un état de droit, c'est la liberté d'expression et la liberté d'information. Un souvenir en France sous Emmanuel Macron. Je n'ai cessé de le répéter toute cette année, depuis même plusieurs années. Le système tient que par le contrôle de l'information, et un contrôle de plus en plus sévère. C'est une bombe. On a les Twitter Files, les dossiers Twitter France. C'est centré sur la France, un rapport de 57 pages mis en avant par l'équipe d'Elon Musk. Il montre comment Macron et l'Union européenne organisent la censure et comment la France a inventé le complexe industriel de censure. Et vous vous rappelez, Macron a réinventé la notion de commissaire politique. Il contrôle ses opposants politiques via les ONG, en lien avec George Soros. Mais quelle riche idée! Les Twitter Files mettent l'accent sur des pressions exercées par le gouvernement français d'Emmanuel Macron, des parlementaires et des ONG subventionnées par l'État pour influencer la modération de contenu sur Twitter. Virginie Joron sur le sujet. Et c'est un honneur effectivement d'avoir Michael Schellenberger avec nous, qui vient des États-Unis, parce que c'est vrai que c'est lui en premier qui a parlé de ces Twitter Files. On l'a suivi de loin. Et en fait, pour nous, c'est important parce que ce qu'il a démontré, sa vision aux États-Unis, on est en train de le vivre en France. Donc les Twitter Files n'ont pas simplement révélé des échanges internes gênants entre une plateforme et des autorités. Ils ont surtout mis au jour une nouvelle architecture du pouvoir sur l'information. Une architecture où la censure ne se voit plus, mais elle agit. Où la vérité n'est plus le produit d'un débat, mais le résultat d'une désignation.
Cette architecture, loin d'être accidentelle, trouve en France un terrain fertile. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'État a longtemps théorisé l'idée que l'espace informationnel devait être sécurisé, structuré, encadré. Et cette doctrine n'est pas restée dans les bureaux de Paris. Elle s'est exportée à Bruxelles et traverse aujourd'hui toute l'Union européenne, même jusqu'aux États-Unis. Puisque, rappelez-vous, en août 2024, Thierry Breton alertait Elon Musk qu'il ne devait pas faire de débat avec Donald Trump sur une plateforme américaine. Le Digital Services Act est l'un des instruments majeurs de cette régulation, présenté comme une loi de protection des utilisateurs contre la haine ou la désinformation sans jamais la définir, et il impose aux grandes plateformes des obligations de transparence, alors que nous, on est les champions de la non-transparence, rappelez-vous, avec le Pfizergate, et de modération, qui dans la pratique favorisent des mécanismes de retrait de contenu et de contrôle algorithmique. Et justement, c'est dans le cadre du DSA que la Commission européenne a récemment infligé une amende de 120 millions d'euros à la plateforme X, anciennement Twitter, pour des violations de ses obligations de transparence. Comme je vous l'ai dit, Pfizergate démontre que ici, la transparence, ce n'est pas une valeur que Ursula partage. Ce que révèle l'invité de Virginie Joron, Michael Schellenberger, journaliste d'investigation américain mandaté par Elon Musk pour enquêter sur les Twitter Files, c'est un tour de passe-passe classique. Les services injectent eux-mêmes de la désinformation dans le débat public, puis ils pointent le chaos qu'ils ont créé pour dire « Regardez, il faut censurer ». Résultat, ce ne sont pas les mensonges qui disparaissent, mais les informations justes, dérangeantes, impossibles à contrôler. Mais pour illustrer cette argumentation, prenons un cas pratique, les élections en Roumanie. Selon la propagande d'État distillée sur LCI, Călin Georgescu était un parfait inconnu avant de se présenter à l'élection présidentielle. C'est archi faux, c'est un homme politique de premier plan. Depuis fort longtemps, il a failli devenir Premier ministre. Il aurait donc été propulsé, toujours selon LCI, par les réseaux sociaux. C'est faux, puisqu'il n'était pas un inconnu. Et cette opération a été diligentée par les Russes. Archi faux, cela a été démontré. Eh bien, ces bobards continuent d'être formulés dernièrement sur LCI par Vincent Hugeux. Mais sur le plateau, il y avait un invité, Fabrice Ebelpoint, professeur à Sciences Po, spécialiste de ces questions. Après avoir expliqué qu'il n'y avait pas de Russes derrière Călin Georgescu, il démonte Vincent Hugeux. En voulant diviser l'extrême droite, a finalement fait exploser un candidat au point de se retrouver en troisième position. Il y a un moment, il faut regarder les rapports officiels, il faut regarder les journalistes qui vont sur le terrain, et il faut arrêter. Tout à fait sûr qu'on le... Permettez-moi de vous interrompre, Fabrice Ebelpoint. Panique sur LCU, on le coupe. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait le même niveau d'information. La chaîne LCU, prise en flagrant délit de désinformation. Quand Fabrice Ebelpoint rappelle des faits sur les élections roumaines, le journaliste préfère le couper pour rester dans le mensonge. LCU en pole position pour le label macroniste. Et quelques minutes auparavant, Fabrice Ebelpoint avait démonté également le narratif entre Thierry Breton et Elon Musk. Il y a eu des précédents graves lors des dernières présidentielles américaines. Breton voulait empêcher un débat sur X entre Elon Musk et Donald Trump au prétexte que certains propos pourraient déraper du cadre de la régulation européenne. Rappelle donc Fabrice Ebelpoint sur LCU. Magistrale démonstration d'Ebelpoint sur le règne de l'arbitraire construit par l'Union européenne RSSS à travers Thierry Breton. Oui, le DSA est l'outil d'une censure politique. Sommes-nous encore dans un état de droit ? Eh oui, les journalistes aujourd'hui ne savent que recracher les éléments de langage fabriqués par le pouvoir. Et un signe qui ne trompe pas, quand on essaie de leur rappeler la charte de Munich à tous ces journalistes aux ordres, ils finissent comme Rudy par dire que la charte de Munich, c'est d'extrême droite, un argument d'extrême droite, comme la liberté d'expression. Orwellien. Charte de Munich. Les journalistes doivent exercer leur métier de manière indépendante, sans subir d'influence ou de pression de la part de groupes politiques. Ils doivent veiller à ne pas confondre leur rôle avec celui de propagandistes ou d'attachés de presse du pouvoir. Les progressistes nous font vraiment vivre dans un monde de perchés. Il n'y a ni règles ni droits, il n'y a plus que du fiel et de la tyrannie. Puisque je parlais de perchés,
Nathalie Loiseau sur Kennedy. Je suggère de refuser l'entrée en Europe aux secrétaires à la santé américains qui répandent des fausses rumeurs préjudiciables à la santé mondiale. Nathalie Loiseau évoquant Kennedy Jr. après l'interdiction de visa prononcée par les États-Unis, notamment à l'encontre de Thierry Breton. Dire que le ministre de la Santé de la première puissance mondiale répand de fausses rumeurs préjudiciables à la santé mondiale est d'une stupidité sans nom. Tous ces imposteurs sont en panique. Les imposteurs sont en panique. Tout leur échappe. Cette année 2025 se termine merveilleusement bien et 2026 est pleine d'espoir pour se débarrasser de ces guignols. Quant à Nathalie Loiseau, j'aimerais lui poser une question. De quel droit voulez-vous supprimer le visa de Robert Kennedy Jr. Sur quelle loi? Vous parlez de rumeurs? Mais on aimerait les connaître, ces rumeurs. J'aimerais que vous les formuliez. Ça serait assez amusant. D'ailleurs, vous ne pouvez pas supprimer le visa de quelqu'un car vous l'avez dans le nez, comme dit Cyrano. C'est un peu court, et c'est l'acte par essence tyrannique. Oui, mais il y a Thierry Breton. Mais voilà, il y a la loi américaine qui sanctionne les censeurs, car ces censeurs portent préjudice aux intérêts des entreprises américaines. Vous saisissez la nuance? Et puis, au sujet des rumeurs, il faudrait peut-être une commission pour y mettre fin. Nicolas Dupont-Aignan. Il y a 5 ans, la première dose de Pchout contre la Covid était injectée en France. De nombreux effets indésirables ont été signalés. Malgré mes nombreuses demandes, aucune commission d'enquête indépendante n'a été lancée. On continue d'administrer un Pchout dont l'efficacité et les conséquences dramatiques à long terme ne sont plus approuvées. La vérité émerge, notamment aux États-Unis. En France, nous devons aussi avoir le courage de dénoncer. Je n'abandonnerai jamais ce combat pour la transparence et la vérité. Manifestement, tout ce petit monde tremble à l'idée même d'une commission d'enquête. Oui, tous les mainstream. Tiens, Jean-Luc. Donc Thierry Breton est écarté d'accès aux USA juste parce qu'il est français, qu'il prétendait résister à sa façon aux GAFAM. Monsieur Trump et sa bande de sauvages prétendent interdire un Français? Le père de son gendre est encore chez nous comme ambassadeur? Pourquoi? Mélenchon qui soutient Breton, l'ultra-européiste censeur. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays, un petit théâtre d'acteurs du parti unique. Oui, tout ce petit monde pour défendre le système. Allez, il nous manquait les socialistes. Mathias Vargon, nous défendons la science, donc la vaccination. Nous défendons la gauche dans sa tradition émancipatrice. Incroyable, les socialos qui défendent la discrimination à l'entrée de l'hôpital. Mais au fou! Oh, les socialistes ne font que se répéter. Ils sont les serviteurs de la science, un peu comme Faust avec Méphisto. Il y avait une tradition chrétienne humaniste autrefois, la science au service de l'homme. Avec ces socialos, les hommes sont au service de la science et de leurs gros intérêts. Et au feu, l'humanisme chrétien. Mathias Vargon, le nouveau visage de la science. J'en peux plus des citations du serment d'Hippocrate que les gens pensent graver dans le marbre. Heureusement, il a été modifié plusieurs fois, mais n'a aucune valeur légale. C'est le code de déontologie extrait du code de santé publique qui fait loi. Alors, Mathias Vargon, quel article de ce code de la santé publique autoriserait-il un médecin à refuser des soins à des patients non vaccinés, notamment contre la grippe? Ce médecin peut-il refuser des soins à des malades à cause d'une consommation volontaire de tabac ou d'alcool? Très bon rappel, Amine. Mathias qui crache sur le serment d'Hippocrate et les socialistes qui le soutiennent. La boucle est bouclée. Et le Mathias qui nous parle de code de déontologie en oubliant de dire que ce code s'inspire bien évidemment du serment d'Hippocrate. Mais la question que l'on peut se poser, jusqu'à quand avec de tels médecins? Effrayant comme le visage de Mathias. Mais n'oublions pas l'essentiel, que derrière leur com', il y a la volonté de masquer leurs méfaits, notamment à l'hôpital. Aux urgences de l'hôpital Nord à Marseille, c'est la saturation depuis 3 semaines. Yanis, on est bloqué, on n'enregistre pas. Pourquoi on est bloqué? On n'a plus de brancard. Plus de brancards et pas assez de box. Comment? L'hôpital est saturé, encore une fois, mais comment est-ce possible?
Eh bien, les européistes ont exigé des gouvernements français de supprimer des lits à l'hôpital. Cela a commencé par exemple sous François Hollande. Marisol Touraine, ministre de la Santé de 2012 à 2017, a fait un plan de 3 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital. Depuis 2000, près de 80 000 à 100 000 lits ont été supprimés selon les sources, principalement dans le public, où la baisse atteint 25% sur 20 ans. Vous avez bien lu, les politiques européistes ont détruit plus de 100 000 lits à l'hôpital, alors que dans le même temps, eh bien, la population française vieillissait. Des vrais génies ces technos, hein. Une sous-offre hospitalière, alors que dans le même temps, la demande explose du fait du vieillissement. Les technos, de vrais génies, mais du mal. Et pour détourner le regard, la com toute pourrie dont nous avons l'habitude, c'est de votre faute. Et comme toujours, ceux qui permettent cette propagande ont toujours le même profil. Nommée ministre de la Santé, la députée Renaissance Stéphanie Rist est au centre d'une polémique liée à ses liens avec les laboratoires pharmaceutiques. Mais qui l'eût cru ? Selon les enquêtes Pharma Paper, la députée du Loiret a déclaré 309 liens d'intérêt avec des laboratoires entre 2012 et 2017 pour un montant total de plus de 40 000 euros. Je la pose ou non ? Si vous voulez vraiment l'entendre, est-on encore dans un état de droit ? Je vous laisse répondre. International, Xavier, son bulletin 270. Xavier, plus pugnace que jamais, explique qu'il va poursuivre en justice tous ses censeurs. On lui souhaite de réussir. Ce serait trop bon, la condamnation de Nono et des autres. Le lien du numéro 270 dans la description. Jacques Beau est tout aussi combatif. C'est un désastre pour la démocratie et tout le monde en Europe l'a compris avec mon cas. Fuse l'ex-officier du renseignement suisse sanctionné par Bruxelles. On m'accuse de faire de la propagande pour la Russie et d'être en charge de la mise en œuvre des stratégies ou de la désinformation attribuable à la Russie. Donc ils ne savent même pas si cette désinformation entre guillemets que je mets en œuvre est pour la Russie. Des analyses rigoureuses fondées sur les sources anglo-saxonnes et même ukrainiennes en écartant volontairement les sources russes pour être irréprochables. Un parcours aux Nations Unies et dans le renseignement suisse. Jacques Beau est devenu évidemment très dangereux pour tous ces européistes, pour l'oligarchie. Je pense que Jean Nono et les européistes sont en train de regretter d'avoir visé Xavier et Jacques Beau. D'autant que les Américains accélèrent Donald Trump. Nouveau scandale de corruption en Ukraine, le pays où notre argent part par dizaines de milliards chaque année. L'agence anticorruption Naboo a indiqué avoir mis en jour un groupe criminel organisé comprenant des membres actuels du Parlement qui recevaient systématiquement des avantages illégaux pour voter à la Rada. Et la nouvelle fait la une de la presse internationale. Le Figaro, guerre en Ukraine, l'agence anticorruption tente de perquisitionner des bureaux gouvernementaux à Kiev. L'agence anticorruption ukrainienne Naboo a accusé samedi plusieurs députés d'avoir accepté des pots de vin en échange de leur vote au Parlement. Dans le Parisien également, Thierry Mariani, qui peut être surpris ? La question, c'est pourquoi l'Union européenne continue de déverser des milliards à l'Ukraine en sachant qu'une grande partie alimente la corruption. Pourquoi l'Union européenne n'a jamais cherché à vérifier sérieusement l'usage de ces sommes versées ? Tiens, alors qu'elle contrôle l'utilisation du moindre euro versé dans certains autres pays, comme par exemple en Hongrie ou en Serbie, et je ne parle pas des sommes données à nos agriculteurs dans le cadre de la PAC. Par ailleurs, une fois de plus, le pouvoir ukrainien fait tout pour entraver le travail de l'agence anticorruption. Faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne est le meilleur moyen de la détruire. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi Trump et Poutine poussent à son incorporation dans l'Union européenne. Et les révélations se succèdent, et même dans la presse mainstream. Le commandant du corps des volontaires russes a été tué à Zaporijjia. Un drôle de profil, celui-là, un socialiste, mais un peu national, pro-Kiev. Même le média ukrainien Kyiv indépendant explique qu'il était interdit d'entrer dans l'espace Schengen pour ses positions justement un peu trop socialistes, nationales et son implication dans le hooliganisme. Heureusement que l'on vous répète que l'Ukraine se bat pour sauver la démocratie. Et ça continue encore et encore. Guerre en Ukraine, mitrailleuses évaporées, lance-grenades détournées.
Où est passé le milliard de dollars d'armes jamais livrées? Quand toutes ces enquêtes iront jusqu'au bout, poussées par les Américains, je connais certains européistes qui vont avoir de gros ennuis. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la Russie. Les militaires du groupe de troupes Centre ont déployé le drapeau russe à Dimitrov. Kupiansk vient d'être reconquis par les Russes et Gouliapol est tombé. Le président Vladimir Poutine. Nous constatons qu'aujourd'hui encore, malheureusement, les dirigeants du régime de Kiev ne sont pas pressés de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques. Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a répondu au président russe. Guerre en Ukraine, Macron condamne les frappes russes à Kiev qui montrent la détermination de la Russie à prolonger la guerre. Zelensky a dit à peu près la même chose. Seul ennui, c'est que les macronistes vont sur les plateaux de télévision pour expliquer qu'il faut absolument que la guerre continue. Interview hallucinante du général Paloméros, conseiller militaire de Macron pendant la campagne de 2017, général de plateau otanisé, qui crache le morceau et nous promet la guerre contre la Russie. Nous devons être prêts à intervenir contre les Russes. Si les forces alliées ne sont pas au premier plan, elles ne servent à rien. Mais sommes-nous encore dans un état de droit? Les Français ont-ils été consultés pour faire la guerre à la Russie? Et le Parlement dans tout cela? Qui sont ces gens pour bafouer ainsi les institutions? Allez, la conclusion sur l'état de droit avec Régis de Castelnau. Quand ils ont organisé un coup d'État pour installer Macron au pouvoir, j'ai applaudi. Quand ils ont réprimé férocement les Gilets jaunes, j'ai approuvé. Quand ils ont ostracisé les Français rétifs à leur totalitarisme sanitaire, j'ai trouvé cela très bien. Quand les Américains ont détruit le pipeline Nord Stream 2, j'ai accusé les Russes. Quand ils ont décidé la mort sociale de Jacques Beau et de Xavier Moreau, j'ai acclamé. Quand ils ont envoyé les flics gazer les agriculteurs qui s'opposaient au massacre de leurs vaches, j'ai trouvé cela formidable. Dans un monde normal, je ne devrais pas avoir aujourd'hui qu'une seule chose à faire, la fermer. Ce jeu, c'était bien sûr Marion Van Rettegem, journaliste aux ordres parmi les journalistes aux ordres. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec cette nouvelle, Katy Perry et Justin Trudeau, le couple improbable de l'année. Personne ne l'avait vu venir, et pourtant, The Globalist Show must go on. Qu'il profite, Justin. Lorsqu'on aura toutes les révélations, les choses deviendront bien plus compliquées pour lui. 67 ans de construction européenne pour ça, oui. Ils nous vendent des câbles de téléphone. Attention au Moscou-Paris. Un froid venu de l'Est va toucher la France de plein fouet la semaine prochaine. On se doutait bien que les Russes étaient dans le coup. Ah, ce fichu réchauffement climatique. Sur le Gorafi. Froid, faut-il couper ou baisser le chauffage la nuit pour faire des économies d'énergie? Ah, pardonnez-moi, ce n'est pas le Gorafi, c'est BFM. La tiers-mondisation en marche. Les dégradations liées au blocage agricole dépassent le million d'euros. C'est nouveau ce chiffrage des manifestations en Macronie, toujours plus loin dans l'abject pour diviser et punir. Oui, et on aimerait connaître le coût du Mercosur, parce que ce n'est pas en millions, mais en milliards. Le sévice public est trop fort. Homme, individu, suspect, agresseur. Le 20h de France 2 a réussi l'exploit de ne prononcer ni Mali ni OQTF. Dossier Jeffrey, la photo exclusive avec Donald Trump. Scandale Jeffrey, une photo de Trump accompagnée d'une jeune prostituée ressurgie. Mais qui cela peut bien être? Emmanuel Macron a passé l'après-midi du 24 décembre dans un bowling des Yvelines. J'ai cru que c'était une fake news, et pendant ce temps-là, l'autre joue au bowling, enfermé dans un bowling. L'article ne dit pas si Bribri, avec ses boules, a fait un strike. Je suis pour le Frexit. Tu sais que si on le fait, le Frexit, l'Union européenne risque de disparaître. Je suis déjà pour le Frexit. Tu n'as pas besoin de me convaincre? Ah, j'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le dossier agricole, ça sera pour demain. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.